Commence, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Les rendez-vous d'aujourd'hui qui reçoit pour vous Maître Justice Chikona Kanupabo, coordonnateur pays de l'UREC. C'est quoi l'UREC? On va en parler dans cette émission, le rendez-vous, mais aussi faire un clin d'œil sur l'actualité politique de l'heure, notamment la dépolitisation de la CENI, la lutte que mène le bloc patriotique en République démocratique du Congo. Vous le savez, donc ces mouvements ne s'avouent pas vaincus, qui annonce qu'il se battra jusqu'à la dernière énergie. Nous allons avoir le son de cloche de l'UREC à travers son coordonnateur pays, Maître Justice Chikona Kanupabo, à qui j'ai dit bonsoir, Maître. Bonsoir. Comment allez-vous? Nous sommes très bien et nous sommes en forme comme toujours. Ça, c'est une bonne chose. Avant d'entrer dans le méandre de notre entretien, d'abord, c'est quoi l'UREC pour aider ceux qui nous suivent en ces moments? Je voudrais commencer par dire bonsoir également aux compatriotes qui nous suivent et qui connaissent déjà l'UREC. Je me demande s'il faut vraiment commencer à en parler aujourd'hui, mais pour les besoins de la cause, je présente l'UREC comme une composante de la société civile congolaise qui travaille avec une catégorie de la population qui est la jeunesse. Donc l'UREC, c'est vraiment une ligue de jeunes, une plateforme qui réunit les organisations de jeunes de la société civile congolaise sur l'ensemble du territoire national. L'UREC, c'est la Ligue des jeunes pour la renaissance du Congo, une organisation de la société civile qui intervient dans 4 thématiques spécifiques, notamment la question de la bonne gouvernance, la question de la démocratie électorale et participative, la question du développement durable, ainsi que la question de la protection et de la promotion de la dignité humaine ou soit de droits de l'homme. Et donc aujourd'hui, c'est une composante, je le disais, de la société civile qui se focalise sur l'action de la jeunesse, sur l'encadrement de la jeunesse, sur la formation de la jeunesse, mais aussi la mobilisation et la mise en réseau de la jeunesse congolaise au sein des différentes associations locales des jeunes, de sorte que cette catégorie, cette couche sociale de la population congolaise puisse jouer comme il se doit sa partition dans le processus décisionnel dans les pays, dans le processus de développement, ainsi que dans les enjeux actuels de la République démocratique du Congo, dans les concerts des nations et dans le monde. Voilà un peu en quelques mots ce qu'on peut dire dans un premier temps concernant la plateforme Ligue des jeunes pour la renaissance du Congo. Très bien, ça c'est une bonne chose. Alors on vous voit donc ces derniers temps en train de tensifier avec des pressions, des tensions sur, dans des médias, disons ça comme ça, surtout votre sortie médiatique qui fait bouger toutes les lignes, surtout à la demande du bloc patriotique, la dépolitisation de la CENI. Alors que pense l'UREC quant à ça? Vous êtes pour ou contre? Je voudrais avant tout fixer les choses. L'UREC, en tant qu'organisation de la société civile, reste dans une approche républicaine dans son travail. Nous ne venons pas parler des individus, nous ne pouvons pas consacrer de notre temps pour parler d'un bloc contre un autre, mais je préfère qu'on parle de la République et de ses citoyens. Et dès lors que la République et ses citoyens restent dans les préoccupations de l'UREC, nous sommes disposés à en discuter. Je le disais tantôt, la démocratie électorale et la démocratie participative est une des thématiques de notre travail en tant que composante de la société civile. Il va de bon aloi que lorsqu'il est certains groupes de compatriotes qui donnent une position par rapport à la question de la démocratie, que nous également, nous puissions donner notre lecture sur l'évolution de la chose. Et donc, concernant la démocratie électorale qui n'est qu'une facette de la démocratie. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée par rapport à l'évolution du processus électoral qui reste conditionné soit par l'opérationnalisation du bureau actuel de la CENI, soit par l'acceptation de ces bureaux en tant qu'un bureau légal et légitime. Je crois que c'est autour de ces questions qu'on observe aujourd'hui des sorties médiatiques
on observe des tensions. Et donc, pour nous, c'est très important de pouvoir fixer l'opinion et éveiller la conscience patriotique autour de l'organisation des élections comme condition des dotations à notre pays, des institutions capables de transformer les conditions de vie de la population. Pour revenir sur la question, oui, nous sommes d'accord que l'élan patriotique puisse encadrer l'évolution de notre démocratie. C'est un combat qui est noble, un combat qui voudrait, sur le plan des principes, que l'organisation des élections réponde non seulement aux standards internationaux, mais aux vraies aspirations des souverains primaires, c'est-à-dire le peuple congolais. Donc, on ne peut pas dire non face à un tel combat, mais j'insiste là-dessus, c'est très important, c'est indispensable de garder l'attention sur le comportement des acteurs qui mènent ces différents combats, de garder l'attention sur les motivations et de garder l'attention sur la destination de tels combats. Et de se poser souvent la question, est-ce que, de par l'histoire de notre démocratie, lorsqu'on observe dans une approche rétrospective, dans une approche prospective, il faut qu'on soit à mesure d'être sûr que nous sommes en train de quitter d'une situation jugée non souhaitable ou jugée non favorable vers une situation favorable. Il ne faudrait pas que ces péripéties ressemblent à une simple répétition de l'histoire. Voilà. En quelque sorte. Mais alors, mais vous ne pensez pas que vous allez à l'encontre de ce que pense le bloc patriotique? Mais est-ce qu'en regardant ce genre de choses... Que pense le bloc patriotique? La dépolitisation, justement, de la CENI, du bureau de la CENI. Alors, en regardant cette façon de faire les choses, est-ce qu'on peut dire que cela pourrait torpiller, c'est la question qu'on se pose à tout moment, est-ce que cela ne va pas torpiller les processus électoraux en cours? Je suis d'avis que le processus électoral a besoin de l'inclusivité et de la cohésion. Et donc, toutes les parties prenantes doivent se mettre ensemble et regarder dans la même direction. Tout combat qui va dans ce sens-là mérite notre soutien en tant que compatriotes, en tant que citoyens. Maintenant, sur la question de la dépolitisation de la CENI, je crois qu'il est important de décortiquer très bien cette question. Lorsqu'on dit que la CENI est politisée, on se base sur quels critères où on se place dans quelle position? Mais on fait juste recours à une rétrospective, disons. Je crois que c'est important. Oui, les élections passées. Je crois que c'est important de bien décortiquer cette question. La CENI est dépolitisée par rapport à quoi et parce qu'on a observé quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. La CENI est dépolitisée parce qu'on n'aime pas un individu. Est-ce que la CENI est politisée parce qu'on a vu la photo d'un individu avec un autre individu? La CENI est politisée parce que tout simplement que sa manière de penser n'a pas été acceptée par la majorité ou par les autres? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que si on reste, je voudrais le dire, nous sommes dans une république qui fonctionne selon la Constitution. Si l'on reste dans une approche institutionnelle, la question doit se poser au niveau institutionnel. Est-ce que les garanties légales posées par la Constitution, posées par la loi, permettent à la République démocratique du Congo d'avoir une CENI dépolitisée? Il ne faudrait pas qu'on commence à débattre sur les choix des individus. Sinon, on va changer des individus, on va changer des individus. Les profils des Kadimala ne plaît à personne. Écoutez, surtout le bloc. Moi, je ne connais pas. C'est ce que je suis en train de dire. Allez-y. Je ne voudrais pas que les débats se situent au niveau des individualités. Très bien. Sinon, c'est perdu d'avance. Vous savez, vous avez suivi l'évolution de la situation. Je le disais tantôt dans un autre numéro. Nous avons assisté à des marches. Nous avons assisté à des sorties médiatiques allant dans tous les sens et des fois très, très violentes. Mais après, nous avons aussi observé des visites et des audiences qui ont été accordées. Et tout de suite après, nous avons vu les comportements et les discours des mêmes personnes changer à l'intervalle de quelques minutes. Ça veut tout simplement dire que dès lors qu'on va garder ces débats au niveau individuel,
et non institutionnelle, on n'aura pas de solution durable. Pour revenir à ce que je disais, donc, il faut que la question se pose au niveau de la Constitution, au niveau de la loi, au niveau de la charte qui régente les processus de désignation des animateurs de la CENI. Jusqu'aujourd'hui, l'opinion est d'accord que la primaire sur la désignation des animateurs de la CENI reste accordée aux confessions religieuses, ce que je respecte moi parce que je suis un chrétien engagé et donc j'ai beaucoup de respect envers avec l'Église catholique. Je voudrais parler des confessions religieuses. Des confessions religieuses. Les serviteurs de Dieu qui encadrent, qui encadrent nos esprits et qui encadrent nos âmes. Et donc, si aujourd'hui l'opinion est toujours d'accord que la primaire sur le processus de désignation des animateurs de la CENI reste contrôlée par les confessions religieuses, qui dit reste ne représente pas la totalité de la société civile, je crois qu'il y a une bonne raison d'existence d'une charte pour organiser ce travail-là. Et c'est là qu'on doit commencer à poser la question. La désignation du nouveau bureau de la CENI a-t-elle respecté la charte qui réglemente ces processus de désignation, oui ou non? Moi, je ne voudrais pas qu'on commence à parler des Glody ou des Kadima ou des Jean-Marc et demain on va parler des Justus. Évidemment, moi, en tant qu'individu, personne ne peut dire aujourd'hui que je mettrai tous les Congolais d'accord sur une question, même ce que je suis en train de dire maintenant, il y aura toujours des Congolais. Et si votre thèse est bonne, on va parler de justice. Voyez-vous? Et donc, si c'était moi, il y aura toujours des gens qui seront contre et des gens qui seront pour. Mais pour régler cette question, c'est une approche basée sur le droit. L'approche basée sur le droit voudrait qu'on regarde que dit la charte, que dit la loi, que dit la Constitution. Et si l'on trouve la réponse de manière objective dans la Constitution, dans la loi, dans la charte, qui nous lie nous tous et qui reste légitime, là, il n'y aura pas de polémique sur les individus. Voyez-vous? Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Très bien. Alors, certes, il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu de parler des individus et tout qu'en sort. Parlons la République démocratique du Congo. Alors, dans ces mêmes ordres d'idées, la question qu'on devrait se poser, selon vous, c'est de comment seront organisées les élections, parce que vous avez aussi votre proposition au niveau de l'IREC. Quel mode de scrutin doit-on avoir, disons, en 2023, au-delà de toutes ces contestations? Ça, c'est une bonne question parce que je me rends compte que dans les débats, vous nous permettez d'évoluer sur les choses les plus essentielles pour le peuple congolais. Très bien. Ok, donc je l'ai toujours dit, arrêtons de perdre les temps parce que le temps n'est pas notre allié dans ces procès électoraux. Arrêtons de provoquer, entre guillemets, des glissements injustifiés. Arrêtons de vouloir simuler des crises qui n'existaient pas pour pouvoir, demain ou après-demain, faire perdurer la culture des dialogues qui ne sont pas du reste fondés sur le besoin de la population. Pour revenir à votre question, vous voulez savoir quel mode de scrutin? Des scrutins, au niveau fondamental, il faut d'abord que les scrutins répondent à un certain nombre de standards internationaux dans l'art d'organiser les élections. Et donc, ces standards ne sont autre chose que des principes qui peuvent garantir aux souverains primaires que ceux-ci seront dirigés par des personnes ou des animateurs des institutions qui sont réellement l'expression de leur volonté. Parce que nous sommes dans une république, je le disais, qui se veut démocratique. Et la démocratie étant entendue comme le pouvoir du peuple dans sa définition classique, il faut que ces peuples exercent le droit d'être dirigés par les personnes de son choix. Et donc, il faut qu'il y ait le principe de la légalité qui caractérise le processus électoral ou les scrutins. Il faut qu'il y ait le principe de la transparence dans l'organisation des scrutins. Il faut qu'il y ait le principe de la cohésion, c'est-à-dire toutes les parties prenantes au processus électoral se sentent à l'aise, se sentent voilà, en confiance avec le processus. Il faut en même temps que le processus en soi soit un processus apaisé, où la liberté d'expression est garantie, où la liberté d'opinion est garantie, où le principe du contradictoire est garanti, de sorte que ce soit un processus crédible, un processus transparent qui permette réellement à doter le pays des institutions qui ne souffriront pas des crises de légitimité et qui ne seront pas frappées, entre guillemets, par des guerres sur la recherche de vérité désirée.
Par nomenclature, comment faire pour organiser les élections? Par où commencer? Parce que récemment ici, vous avez proposé que... Ça, c'est une très bonne question. Vous m'attendez à cette question. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais commencer par une interrogation. Allez-y. Lorsqu'on construit un immeuble, une maison, par exemple cette maison qui nous reçoit aujourd'hui, doit-on commencer par la toiture ou par la fondation? C'est par la fondation. Personne ne dira le contraire. Personne ne dira le contraire. Et même les Christ, lorsqu'il disait qu'il pouvait détruire les temples pour les reconstruire à 3 jours, en tout cas, il n'a pas changé le principe pour dire qu'on devrait commencer au-dessus ou en bas. Donc, les ingénieurs qui sont des expérimentés dans les domaines ne nous diront pas le contraire. Vous êtes d'accord avec moi que la construction d'un immeuble, d'une maison, commence par la fondation vers le haut. Donc, c'est une façon de répondre à votre question pour dire que les élections, en principe, dans notre pays, devraient commencer comme la construction d'une maison qui se veut durable, c'est-à-dire de la base vers les sommets. En termes clairs, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on revienne dans les résolutions fondamentales de la consolidation de la démocratie congolaise, telle que discutée et validée avec une large représentation lors des travaux des Sun City. C'est là que tout a commencé. C'est là où on a pensé comment remettre la RDC sur le chemin d'une démocratie qui se veut au service de son peuple. Et donc, l'organisation des élections devrait commencer par les élections locales, les élections municipales, les élections urbaines. C'est cela les plaidoyers sur lesquels nous sommes aujourd'hui. Et nous avons saisi officiellement par une lettre l'actuel bureau de la CENI pour attirer son attention sur le fait que, en proposant un nouveau calendrier ou en modifiant les calendriers qui existent, primaire ou priorité, dirais-je, devrait être accordée à l'organisation des petites élections pour doter les plus petites entités de notre pays des autorités légitimes capables de maîtriser les citoyens, de maîtriser l'opinion à la base, c'est-à-dire dans nos villages, dans nos petites entités territoriales décentralisées telles que les chefferies, et essayer d'étouffer l'anarchie qui est en train de monter tout simplement par l'absence de l'État. Peut-être vous travaillez à Kinshasa, Glody, vous n'avez peut-être pas eu à voir le fonctionnement de notre République ou de notre État à l'arrière-pays, dans les villages, dans les chefferies, mais il faut faire un tour. Aujourd'hui, dans notre pays, lorsque vous êtes à l'intérieur, vous êtes dans des villages, vous êtes dans des territoires, dans des groupements, vous avez l'impression que l'État n'existe pas. Il n'y a pas autorité de l'État. C'est quoi cette démocratie électorale qui n'aide pas à asseoir l'autorité de l'État, qui n'aide pas à restaurer l'autorité de l'État? Et comment est-ce qu'on va parler de l'État des droits s'il est des parties du territoire national où l'État n'existe presque pas, où on ne sent pas la présence de l'État? Tout ça, c'est lié à la manière dont nous organisons nos élections. Nous sommes précipités à organiser les élections juste pour peut-être garantir le pouvoir à un certain niveau le plus global. Et ça n'a pas que des conséquences sur l'autorité de l'État, sur l'ensemble du territoire national. Ça a aussi des conséquences, je dois les dire, sur le processus de développement. Le développement, également comme la démocratie, devait être organisé de la base vers les sommets. Vers les sommets. Écoutez, vous pouvez avoir tout le pouvoir que vous avez dans le monde, dans une république, vous donnez l'injonction au niveau du sommet, mais si les gens qui gèrent la base ne sont pas rangés dans une même ligne de conduite, dans un même code de conduite, c'est difficile que votre injonction ait un impact dans la vie des personnes qui sont au niveau de la base. En quelque sorte. En résumé, nous le disons de manière très claire, si nous voulons une démocratie réellement au service du peuple congolais, au service du développement, une démocratie qui doit servir d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes que nous voulons voir vivre dans la paix, dans la cohésion, il faut que notre démocratie nous aide à remettre l'autorité de l'État d'abord dans les petites entités.
Commençons par organiser les élections dans les petites entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire les élections locales. Les élections locales, les élections municipales, les élections urbaines. Il faut que les chefferies, il faut que les communes, il faut que les villes aient des autorités légitimement installées, aient des institutions animées par des autorités élues. Et c'est cela que dit notre Constitution, pas le contraire. Et je rappelle, je dois le rappeler, que ces scrutins sont en souffrance, pas hier, pas avant-hier. C'est des scrutins qui sont en souffrance depuis 2006. Et ce n'est pas ce qu'on s'est dit dans les dialogues au Sun City. Ça n'est pas ce qu'on s'est dit. Ce sont des arriérés du fonctionnement de notre République. Nous devons les rattraper. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans, plus de 18 ans que nous avons ces arriérés. Tant qu'on ne va pas rattraper ces arriérés, nous ne voyons pas comment... Donc, patogé par Joseph Kabila, par l'ancien régime. Je suis désolé. Par l'ancien régime, voilà, c'est ça? Il faut me parler de l'institution. Voilà, par l'ancien régime. Donc, il est important de corriger ces erreurs. C'est comme dans le parcours académique. Okay. Vous ne montez pas des classes si vous ne validez pas tout le crédit, si vous ne validez pas tous les cours. Donc ce sont des élections qui sont en souffrance et qui coûtent extrêmement grave au fonctionnement de notre République, qui ont des conséquences sur la paix, sur la sécurité, sur le processus de développement, sur l'autorité de l'État. Et ça ne fonctionne pas comme ça, une République qui se veut démocratique et a fortiori une République qui a choisi la décentralisation comme mode de fonctionnement. Toutes les entités territoriales décentralisées aujourd'hui n'ont pas réussi à décoller. Je ne voudrais pas parler des faute de moyens. Non, non, évidemment. Ce n'est pas seulement faute de moyens, c'est ça l'erreur. Ce n'est pas faute de moyens. Les moyens, on peut les trouver, mais lorsqu'on injecte le moyen là où il n'y a pas l'organisation, les moyens sont tout de suite dilapidés. On peut envoyer des moyens dans ces entités aujourd'hui, mais si c'est géré par des autorités qui ne sont pas légitimes, si c'est géré par des autorités qui ne sont pas acceptées par des personnes qui doivent être gérées, c'est des moyens qui seront dilapidés. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez le mécanisme de la décentralisation a du mal à décoller. Ça, c'est une bonne chose, ça j'aime. Donc, chers téléspectateurs, je vous rappelle que je reçois pour vous Maître Justice Chikona Kanupabo, coordonnateur pays de l'UREC, c'est-à-dire une structure de la société civile en République démocratique du Congo qui milite, n'est-ce pas, pour le développement de la population congolaise. Alors, Maître Justice Chikona, avec vous, est-ce que les élections sont importantes en République démocratique du Congo parce qu'on en a eu déjà organisé des élections ici dans ces pays, rien ne marche. Pensez-vous vraiment que les élections pourront, n'est-ce pas, changer les choses, les cours de l'histoire de notre pays ou comment ça, la situation va toujours demeurer la même? Constitutionnellement, oui. Notre constitution est claire. Nous sommes un État démocratique. Un État démocratique, ça n'existe pas sans élection. Constitutionnellement, les élections sont non seulement importantes, mais indispensables au fonctionnement de la République démocratique du Congo. Ça, c'est des choses objectives qui ne dépendront jamais des humeurs des individus. Mais rien ne change dans ces pays. Ça dépendra du principe. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est notre constitution, c'est la loi mère, c'est notre contrat social. C'est le contrat social qui lie et les gouvernants et les gouvernés. Mais je voudrais, moi, changer votre question. J'aimerais peut-être que vous puissiez me poser la question de savoir à quoi nous servent les élections. Mais rien ne change. Voilà. Je voudrais pas qu'il il faudrait pas me demander si les élections sont importantes. Il faut peut-être nous demander... Dans les contextes actuels surtout. Voilà. À quoi nous servent nos élections, y compris la manière dont nous les organisons. Voyez-vous, si on regarde depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, tous les exercices d'organisation des élections jusqu'aujourd'hui, on a comme l'impression, passez-moi cette expression, et je l'ai dit souvent, on a comme l'impression que la RDC n'existe plus que pour organiser les élections. C'est-à-dire, on a l'impression de vivre dans un pouvoir qui existe pour le pouvoir, et non un pouvoir qui existe pour servir. Voyez-vous. Donc, on passe de mandat en mandat, des scrutins en scrutin, des échéances électorales en échéance électorale,
Mais le processus de développement reste intact. Nous demeurons un pays pauvre avec une population qui souffre et qui vit avec moins d'$1 par jour. Nous demeurons dans un pays où les institutions, bien que, entre guillemets, installées après organisation des élections, ne cessent pas de souffrir d'instabilité et de crise. Voilà pourquoi j'ai dit, nous avons l'impression que la RDC n'existe que pour organiser les élections. Je vais aller dans les détails cette fois-là, en essayant de toucher les comportements. Je vous accorde vraiment les temps, allez-y. Regardez, j'aurais voulu vraiment qu'on fasse une simulation, qu'on vous mette à la place du président de la République de la RDC et qu'on vous demande avec quel état mental ou quelle morale vous êtes en train de gérer le pays. Je m'explique. Il est des acteurs qui ne laissent pas à nos autorités la liberté de la pensée pour imprimer leurs projets politiques. Et ça ne commence pas avec le président de la République actuelle. Comment ça? Tous les présidents congolais travaillent sous pression des dynamiques de la société civile et de l'opposition. Ça veut dire un chef d'État élu, dont les résultats sont confirmés par la Cour constitutionnelle, qui est la juridiction suprême à laquelle nous croyons tous, pour sanctionner le verdict de la centrale électorale, mais au lendemain de sa prestation de serment, un groupe de personnes lui compte déjà le nombre de jours qui restent à travailler. Pour quelle finalité? Personne ne lui pose la question, mais Monsieur le Président, vous avez amené le programme politique intitulé comme ça. Quels sont les indicateurs? Comment vous comptez vous y prendre pour transformer la ville? La seule question qui préoccupe tout le monde, c'est-à-dire les organisations de la société civile, c'est à quand les prochaines élections? En 2006, on a vu la même chose. On est en 2006, mais les gens pensent aux élections de 2011. Et ça fait débat. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On n'est pas encore en 2023. Pourquoi on doit parler toujours des mandats? Pourquoi on ne parle pas des demandes sociales? C'est ça la question que je pose. Le président de la République a prêté serment en 2019. On parle mandat, on parle élection de 2023. On ne parle pas de l'électricité, on ne parle pas de l'eau, on ne parle pas de quoi. On parle mandat. On rappelle à un président de la République qui est la première institution du pays, on lui rappelle à tout moment que 2023 approche. D'une façon ou d'une autre, c'est une manière de lui dire que, Monsieur le Président, vous devriez avoir comme priorité l'organisation des prochaines élections et vous devez fermer les yeux sur les autres questions de la population. Non, ça n'est pas une mentalité de la démocratie. Alors, ça, c'est une mentalité, passez-moi l'expression, rétrograde, où on veut fabriquer du roi et on s'est dit vivre dans une démocratie. C'est pourquoi je le disais, nous parlons démocratie, mais nous ne pensons pas démocratie, nous ne nous comportons pas démocratie. Le chef de l'État, c'est par là que je vais peut-être citer, les chefs de l'État aujourd'hui devraient être alertés dans toute quiétude de l'exercice de son mandat qui est légal et légitime. On n'a pas besoin de lui compter des jours parce que la Constitution règle cette question, mais les chefs de l'État devraient recevoir jour après jour les questions qui se posent au niveau de la base. Je vous donne un exemple. Allez-y. Aujourd'hui, avec toute la jeunesse congolaise, nous sommes mobilisés sur la situation de l'électricité dans des grandes villes de notre pays qui sont dotés des potentialités de production de l'énergie électrique, mais qui vivent dans le noir. Je prends la province de la Chopo. La province de la Chopo est dotée d'un barrage qu'on appelle le barrage de la Chopo, qui est construit sur la rivière Chopo. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Les gens ont l'occasion d'aller rencontrer les chefs de l'État. Et les gouverneurs qui sont dans toutes ces provinces? Je vais le dire, je vais aller dans les détails. Allez-y. Les gens ont l'occasion de rencontrer le chef de l'État. Mais leurs représentants sont ici, écoutez, au Sénat, quand bien même à l'Assemblée nationale. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Les députés, les sénateurs, les chefs religieux, les leaders de la société civile, nous ne faisons pas le travail que nous sommes censés faire. Notre souci, c'est de regarder comment est-ce que nous allons démarrer dans les systèmes ou dans les combines du système après les prochaines échéances électorales. Et nous oublions le peuple qui souffre. J'ai donné l'exemple de la province de la Chopo. Je vais donner l'exemple de la province du Kasaï central, Kananga. Vous connaissez le projet de Chitka Tende.
pour donner l'électricité dans l'espace Kasaï. C'est un projet qui a été amorcé, je crois, en 2011, mais qui est aujourd'hui abandonné. Aujourd'hui, avec toute la jeunesse congolaise, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, nous sommes mobilisés sur cette question de plaidoyer. Nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale pour attirer l'attention sur le fait que ça fait 4 mois aujourd'hui que les Boyomais, la population de la province de la Tchopo vit dans le noir. Moi, je suis né, je grandis à Kisangani. Je suis né et je grandis à Kisangani, mais je suis de la RDC. Ça veut dire que je connais comment ce peuple de la Tchopo vit. Lorsqu'il n'y a pas de courant pendant 2 jours, il y a des mamans qui font 3 jours devant un moulin chez un patron qui a un groupe électrogène pour pouvoir moudre les maïs et nourrir leur ménage. Ça, c'est des questions qui devraient préoccuper les leaders de la société civile, y compris les chefs religieux. Certes. Je vais finir. Je vais finir. La même situation, il y a encore quelques semaines, j'étais à Kananga. C'est la même situation. Il n'y a pas de courant. Je vais donner un exemple très très simple. Allez-y. Les chefs religieux ont été voir le chef de l'État dernièrement. Ouais. C'était la bonne occasion pour porter le plaidoyer sur ces questions d'électricité dans ces provinces, qui ne sont pas les seules. Mais c'est problème d'électricité, mais c'est aussi, on le voit ici, écoutez, et même à Kinshasa, plein centre-ville, voilà, dans la capitale. Voilà. Pourquoi on n'amène pas ça à la table du chef de l'État? Pourquoi à chaque fois que tous ces gens ont l'occasion d'aller parler avec les chefs de l'État, on dit qu'il est la première personne mieux informée de tous. Donc, on sous-entend que le chef de l'État est au courant de tout ce qui se passe dans notre pays. Ça veut dire qu'il est aussi informé sur les questions électorales. Point n'a besoin d'aller lui répéter ça. Et à qui condamné, c'est le chef ou ses représentants? Je crois que le problème chez nous, c'est d'abord un problème d'hommes. Je crois qu'il faudrait qu'on commence à nous comporter démocratie. Et quand je dis nous comporter démocratie, il faut qu'on maîtrise la notion de la séparation du pouvoir. Les questions électorales, laissez le président de la CENI traiter cela. Dès lors que ça a la dimension légale, laissez le bureau de l'Assemblée nationale traiter cela. OK? Dès lors que ça touche aux partis politiques, laissez le ministre de l'Intérieur gérer cela. C'est cela une démocratie, là où le pouvoir arrête le pouvoir. Arrêtez de voir le président de la République comme un dieu ou un esclave à tout faire. Le chef de l'État doit avoir le temps pour faire marcher les questions qui rentrent dans ses compétences constitutionnelles. Pour des questions qui touchent à la CENI, allez-y vers la CENI. Pour les questions qui touchent aux partis politiques, allez voir le ministère de l'Intérieur. Pour les questions qui touchent, je ne sais pas, aux routes, allez voir tel ou tel autre ministre. N'allez pas surcharger le chef de l'État qui dit reste et le garant du fonctionnement régulier des institutions et qui devrait avoir un œil sur toutes les questions prioritaires de la population. Très bien. Puisque vous avez ouvert la brèche en ce qui concerne la mégestion de ces certaines provinces de la République démocratique du Congo, en passant, que pensez-vous de l'élan du développement de la province du Lualaba sous l'ère Masuka? Aujourd'hui, la province promet sous l'ère Masuka en quelque sorte. Que pensez-vous de sa gestion en l'absence de Mouyesh? Je pense que je l'avais dit au début. Lorsque je parle des institutions ou je parle des entités, je préfère parler des institutions et des entités et non des individus. Qu'une province décolle, ça ne peut que faire plaisir au peuple congolais, spécifiquement aux citoyens de cette province, mais aussi à tous les Congolais dans la mesure où ça peut être un vent d'inspiration pour les animateurs des autres provinces. Mais la question que vous n'avez pas abordée, c'est que au niveau potentiel, nos provinces ne sont pas placées sur le même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. OK. Au détriment du Lualaba. Évidemment. Il est tout à fait normal que certaines provinces, malgré le dysfonctionnement des institutions, maintiennent le fonctionnement économique et que les opérateurs économiques soient attirés vers ces provinces-là. OK? Donc, il y a aussi cette question du démembrement, où nous avons des petites provinces qui ont été démembrées, qui aujourd'hui n'existent presque pas et personne n'en parle. Qui aujourd'hui sont frappées par des crises politiques, personne n'en parle. La situation modèle, d'après vous, de Lualaba, qui du reste est à saluer, moi je formule tout le vœu que ça puisse inspirer d'autres animateurs des provinces, de sorte que ces provinces restent résilientes et qu'elles s'efforcent malgré les difficultés à décoller. Mais parler des individus ou comparer les individus, je ne pense pas que je suis ici pour ça. Très bien.
Alors, revenons ici, parlons l'IREC. Maître Justice Tchikona, vous vivez avec la population, vous connaissez très bien la souffrance de votre population, étant donné que vous êtes de la société civile, vous passez vraiment du temps avec cette population. Certes, vous êtes au courant que cette même population souffre énormément. Depuis longtemps, le régime passé de Joseph Kabila, c'était quand même quelqu'un qui a fait aussi des choses énormes dans ces pays. Mais non, c'est l'ancien. Non, il faut le dire bien. Voilà, l'ancien chef de l'État. L'ancien chef de l'État, voilà. Et qui a servi la nation. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, la situation reste toujours la même. La population se livre à une certaine précarité qui ne dit plus son nom. Alors, que faire pour pallier à cet état des choses? Vous, de l'IREC, que proposez-vous? Dire que la situation reste la même, je ne sais pas si vous le dites... Socialement, non, du point de vue social. Je ne sais pas si vous le dites sur base de quel... je vais prendre ça avec des pincettes. Du point de vue social. Oui, je vais prendre ça avec des pincettes parce que je ne sais pas sur quoi vous vous fondez pour juger égal la situation sous les régimes Kabila et les régimes Tshisekedi. Parce que peut-être quelqu'un d'autre dira que sous le régime Tshisekedi, c'est encore pire. Donc, tu vois. Donc, moi, je voudrais pas vraiment prendre ça comme ça. Je prends ça avec des pincettes. Mais je vais vous dire une chose. La grande différence qu'il y a entre les régimes passés et les régimes actuels, c'est qu'aujourd'hui, le peuple congolais peut sentir ce qu'on appelle l'expression de la volonté politique. Lisez tous les rapports de gouvernance des 18 ans passés avant les régimes actuels. La grande résolution, la grande recommandation, c'est que la volonté politique n'a pas été suffisamment exprimée pour matérialiser les bonnes idées qui étaient formulées dans le programme 5 chantiers, dans le programme modernisation. La question, c'était la volonté politique qui n'était pas suffisamment exprimée. Aujourd'hui, avec les programmes lutte contre la pauvreté portés par les régimes en place, ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté politique exprimée avec le courage d'oser. Je vais aller dans les exemples. Personne n'a osé la gratuité de l'enseignement. Ok? Je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, c'est un succès. Mais la gratuité, évidemment, ça existe dans notre constitution depuis longtemps, mais il fallait une volonté politique et un courage d'oser pour passer de la lettre à l'action. On est d'accord là-dessus. Et lorsqu'on prend un tel courage, lorsqu'on exprime cette volonté politique, il faut qu'au rendez-vous de l'expression de la volonté politique, l'adhésion citoyenne soit là. Les Congolais, je suis désolé de le dire, a tendance, et ça je parle des citoyens, c'est-à-dire des gouvernés et des gouvernants, a tendance à être un peuple, entre guillemets, attentiste, qui voudrait qu'on fasse tout pour lui. Je vais vous expliquer. Le parti politique ou l'acteur politique a pour objectif de gagner le pouvoir et de conserver le pouvoir. Mais les citoyens et la société civile a pour mandat de faire pression, de faire rappel, de mobiliser l'opinion pour exiger à l'acteur politique de servir le peuple. C'est comme ça que ça fonctionne une société, parce qu'une société a double partie. Il y a la classe politique et la société civile. La classe politique cherche le pouvoir, conserver le pouvoir et gérer. La société civile qui communie avec les gouvernés doit faire monter les demandes sociales avec un élan de pression et de rappel. Mais pourquoi, lorsqu'il y a une volonté politique exprimée, il n'y a pas une adhésion citoyenne au rendez-vous? Je me rappelle, en 2019, j'étais de ces acteurs de la société civile qui avaient appelé à une grande marche qui était d'ailleurs un grand succès pour accompagner, je dis bien accompagner et non soutenir la gratuité de l'enseignement. Ça veut dire quoi? Accompagner la gratuité de l'enseignement, c'est de rappeler aux gouvernants là où ça ne marche pas. Ça veut dire, par exemple, si les enseignants ne sont pas bien payés, on dit, bien, ici, écoutez, monsieur le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, si les enseignants ne sont pas bien payés, attention, vous allez faire échouer ces programmes qui contribuent à la stabilité de nos ménages. Voyez-vous, la gratuité de l'enseignement, ça n'est pas le seul exemple de ce que je suis en train d'expliquer. Je vais aller dans les domaines de la lutte contre la corruption. Allez-y. Je le disais dans certains numéros
que lorsqu'on réfléchissait comment améliorer les budgets de l'État, moi j'avais dit, le premier acte à poser, c'est de boucher l'écoulage des recettes. Lorsqu'on bouche l'écoulage des recettes, je le disais, je crois, ça doit être en avril 2019, lorsqu'on bouche l'écoulage des recettes par la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, la première conséquence visible, ça sera l'amélioration de la caisse de l'État, c'est-à-dire l'augmentation des réserves dans les trésors publics. Je le disais en avril 2000. Et donc, on n'a pas besoin, 2019, on n'a pas besoin d'aller investir d'abord dans l'agriculture, on n'a pas besoin d'assainir les secteurs miniers, tant qu'on n'a pas bouché les recettes, tant qu'on n'a pas lutté contre la corruption. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Vous n'allez pas me dire le contraire si je vous dis qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique exprimée pour en finir avec la corruption et les détournements de deniers dans notre pays. Vous voyez le travail que fait aujourd'hui l'inspection générale des finances, mais qui souffre aujourd'hui de l'accompagnement des citoyens. Nous avons eu Ebola dans ces pays. Les voix se sont levées partout pour dire non à Ebola. Nous avons eu coronavirus, première vague, deuxième, troisième vague. Les voix se sont levées de manière instantanée pour dire non à coronavirus. Nous avons eu les volcans Nyiragongo à Goma. Tout le monde s'est levé, non en solidarité avec le peuple Goma. Mais il y a une volonté assez exprimée pour lutter contre la corruption. Les voix ne s'élèvent pas. Je crois que nous sommes la seule structure d'avoir jusqu'aujourd'hui initié une marche pour accompagner l'élan actuel de la lutte contre la corruption dans notre pays. Nous l'avons fait et nous espérons pouvoir le continuer. Mais où est les Congolais qui est la première victime de la lutte contre la corruption dans ces combats? Pourquoi l'on pense que la lutte contre la corruption devait être une approche intra-institutionnelle uniquement entre le président de la République, les parlements, les cours et tribunaux, la cour des cassations ou que sais-je encore? Il faut que ça devienne la préoccupation de tout Congolais. Je vais dire ça en lingala. Je vais dire ça en lingala. Pour ça, na biso na lirek ezali. Pour ça, na biso na lirek ezali. Soki Congolais nyoso ayoki ke mokonzi moko ayiba ki mbongo à l'État. Omoni pasi oyoka raso ba ibi au téléphone na rompenga bato na victoire. Il faut Congolais nyoso ayoka pas. C'est ça le travail que nous faisons aujourd'hui. Mais non seulement vous, je connais aussi une organisation de la place Nouvelle Génération pour le changement. C'est une bonne initiative. De mettre par maître votre confrère, maître Mardochen Selemingha. C'est une bonne initiative. J'espère qu'après cette émission, on pourra rentrer en contact. Mais j'ai saisi cette occasion pour donner un exemple. Regardez. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres qui dirigent nos âmes. Vous pouvez imaginer les rôles de ces pasteurs dans la lutte contre la corruption. Imaginez un seul instant que tous les pasteurs, tous les chefs religieux se disent que pendant toute l'année 2022, pas une autre prédication. Rien que Totika Moibi. Na yo policier Anzela. Na yo Mokambiamboka. Totika Koiba Mbongo à l'État pendant toute l'année. Vous pouvez imaginer l'impact. Parce qu'il faut que en fait, l'amélioration de conditions de vie de notre peuple doit commencer par la lutte contre la corruption et les détournements. Ça, après, les mines viendront après, l'agriculture viendra après. Ça, c'est une bonne chose. On le fait déjà si nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Maître Justice, vous savez, je vous avais accordé vraiment le temps de vous exprimer. Alors, ce que vous n'avez pas pu dire pendant l'émission, je vous accorde. Je respecte le rôle des chefs religieux dans le fonctionnement de notre pays. Je respecte le rôle de la Synco dans le fonctionnement de notre démocratie. Mais je voudrais ici passer un message clair à mes pères spirituels, parce que je suis un produit de l'Église catholique, je dois le dire ici. Je suis un chrétien très engagé, avec beaucoup de respect pour les oins dédiés. Je voudrais demander très humblement, avec beaucoup de respect, à tous les responsables religieux de tourner leur regard sur les demandes sociales du peuple. Laissez la démocratie fonctionner selon la Constitution, parce que la Constitution règle cette question. Venez avec nous, interpellons les gouvernants, attirons l'attention du chef de l'État, du Premier ministre, du président de l'Assemblée, du président du Sénat, sur le fait qu'il y a le peuple qui souffre énormément. Les conditions sociales du peuple sont infrahumaines. Dans la province de la Chopo, ça fait 4 mois qu'il n'y a pas de courant alors qu'il y a un barrage.
À Kananga, il n'y a pas de courant alors qu'il y a Chit-Katende. Il y a des provinces qui ont du mal à décoller. La gratuité de l'enseignement doit réussir malgré les difficultés parce que toute réforme politique rencontre toujours des obstacles, mais réfléchissons sur les mesures d'accompagnement. Je crois que c'est ça c'est le message que j'avais à passer aux responsables religieux. Je voudrais que nous puissions bénéficier de leur force avec nous qui osons aujourd'hui de porter les plaidoyers du peuple qui souffre sur les questions exclusivement sociales au profit des jeunes, au profit des enfants, au profit des femmes qui vivent avec moins d'$1 le jour. Très bien, ça n'est donc fini. C'était là comme invité dans ces numéros, dans ces magazines, le rendez-vous, Maître Justice Tchikona Kanupabo, coordonnateur pays de l'UREC, de la société civile de la place en République démocratique du Congo. Vous avez vu le vœu qu'il a émis concernant les conditions sociales de la population congolaise, mais aussi la dépolitisation de la CENI. Selon lui, il ne faut pas individualiser les débats, il faut parler des institutions. Il a également proposé des pistes, des solutions pour y aboutir. Merci, Maître Justice Tchikona Kanupabo. Je vous remercie. Ça ne sera pas la toute la dernière fois que vous soyez le prochain invité au moment où. Ce sera toujours un plaisir et merci au peuple congolais. Très bien. Merci aussi à toute l'équipe qui m'a tenu compagnie à la réalisation de cette émission Iloinka Kongolo, Héritier Ntumba à la prise de vie, sans oublier aussi un très cher collègue, ami, plutôt je dirais un confrère Patrick Alambaye. D'ici là, portez-vous bien, vous étiez sur Télé+. Au revoir et bonsoir chez vous.